Le Club Presse Café Média Plus a enregistré son 94e numéro ce vendredi 29 avril 2016 à la Maison des médias de Cotonou. Les professionnels des médias ont échangé sur la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse édition 2016. Cette édition sera marquée par les journées médias organisées par le Club Élan Média. De quoi serait-il question au cours de ces journées? Et il sera question de présenter nos organes, de présenter ce que nous faisons dans nos organes, de faire comprendre au public quelles sont les démarches que nous menons pour aboutir à chaque élément du journal, par exemple, pour aboutir à un documentaire, pour aboutir à un article qu'on écrit, et comment est-ce qu'on fait la collecte. Quand le public viendra vers les stands, c'est les explications qu'on aura à leur donner. Toujours au niveau du village des médias, c'est chaque soir des animations, mais des animations spéciales. Les professionnels des médias seront sur un podium et eux qui ont l'habitude de poser des questions seront en ce moment les invités du public. Le public est assis, c'est le public qui leur pose des questions. Au cours de ces journées, un débat grand public sera fait sur les revues de presse en langue nationale. Que le lundi prochain, à partir de 15 h au niveau du village des médias, aura lieu le premier débat grand public avec le doyen Souley Siaka. Le thème de sa causerie, c'est les revues de presse en langue nationale entre exigences professionnelles et satisfaction du public. On a observé que c'est un genre qui s'est beaucoup développé ces dernières années au Bénin. Le public en raffole, les populations sont demandeurs au quotidien, mais en réalité, comment est-ce que ce genre-là a vu le jour et quel avenir peut-on lui prédire dans l'univers médiatique béninois? Pour André Dossa, cette innovation dans les médias au Bénin est la bienvenue. Les clubs de presse sont venus innover un peu parce que ça permet quand même aux confrères de réfléchir, d'élaborer, de partager d'abord l'expérience, de partager leurs connaissances, de partager les bonnes pratiques. Vous voyez, et cela est d'autant plus intéressant que il n'y a pas que des journalistes qu'on retrouve dans ces clubs de presse, il y a des personnes ressources également qui prennent part. Alors, à l'occasion de ce 3 mai, l'initiative de Élan de donner un cachet particulier à ces festivités, en intégrant les clubs de presse, je pense que c'est une initiative effectivement qu'il faut saluer. Et moi personnellement, franchement, j'en suis vraiment émerveillé. Cette première édition des journées médias donnera l'occasion aux étudiants en journalisme d'échanger avec leurs aînés. Elle sera également marquée par un acte social, celui du don de sang par chaque professionnel des médias. Après Kondo le requin de Jean Pléa et bien d'autres œuvres, c'est au tour de Béhanzin de compter les temps forts de l'existence du roi Béhanzin. Mais la particularité de cet ouvrage du trio Sonia Wenundé, Florent Kwaozoti et Constantin Adadja réside dans le genre utilisé. Simple mortel, fils de roi, qui par son acte de résistance a montré à quel point nous devons être courageux et nous battre pour notre patrie si chère à nos cœurs. La bande dessinée est l'un des meilleurs vecteurs d'information. Utilisons-la pour permettre à nos enfants de mieux connaître leur passé et de s'imprégner des valeurs qui sont nôtres et que nous avons tendance à envoyer à la poubelle sous le prétexte de la mondialisation et de la globalisation. Nous avons commencé à partir du moment où le roi a été installé et à partir de cet instant, tout a basculé. Il y a un personnage qui m'intéresse parce que ce personnage représente l'avenir. Au moment où la déblaque de l'armée daoméenne a été consommée, on voyait ce personnage. Il s'agit de Wanilo. Cet album de bande dessinée qui a été lancé au Centre culturel français ce vendredi a été édité par l'AHA Édition qui s'en félicite d'ailleurs. Je suis un homme heureux. Heureux comme un père qui, à chaque fois qu'un de ses enfants vient au monde, éprouve la fierté et le bonheur de le présenter à la famille. Je suis heureux en tant qu'éditeur, seulement jeune d'une dizaine d'années, de pouvoir célébrer en ce jour le baptême d'un ouvrage si particulier dans notre catalogue. Un ouvrage particulier, que dis-je, une œuvre de grande envergure qui allie le texte à l'image,
la littérature au dessin, c'est-à-dire la bande dessinée. Mais ce n'est pas une bande dessinée ordinaire, c'est une œuvre qui porte sur l'histoire de notre pays. L'autre aspect de ce livre, c'est qu'il a été conçu et fait sur place au Bénin. Nous n'avons bénéficié d'aucune expertise étrangère. Toutes les compétences ont été mobilisées sur place, du dessin au scénario, de la recherche historique aux documents iconographiques, de la mise en page au graphisme. Ce genre destiné à susciter l'admiration des enfants afin de les aider à mieux cerner les contours de l'histoire de leur pays a été illustré à l'occasion par une pièce de théâtre et la danse royale d'Ogba. Les efforts consentis pour la réalisation de l'ouvrage ont été également salués par le public à travers la vente qui a suivi le lancement. Après de longues investigations, le Fonds des organisations nationales contre la corruption FONAC a découvert au sein de l'administration publique plusieurs faits de fraude et de corruption. Ces dossiers ont été exposés au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu au Codiam de Cotonou ce lundi 25 avril 2016. Il s'agit des cas de faux diplômes, de diplômes non valides et d'un cas de double salaire pour un seul poste de responsabilité. Nous avions fait toutes les investigations nécessaires qui ont permis de savoir que le directeur général avait 2 salaires. Ne soyez pas surpris, 2 salaires, on a les preuves ici. Il prenait un salaire au niveau de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME, directement mandaté par la structure. Et il avait signé un contrat avec l'État et il prenait un salaire directement au niveau du budget national. Ceci pendant 3 ans. Personne ne le savait si ce n'est que lui, plus le FONAC. Le deuxième dossier concerne un dossier de faux diplôme, cette fois-ci. Le diplôme est complètement faux, falsifié. Mais ça a servi, tenez-vous bien, pour passer le concours d'entrée dans la fonction publique. Et ceci en 2011. Mais il s'agit plutôt de quelqu'un qui plus est se trouve au niveau du ministère de la Justice et qui a donc produit un faux diplôme pour aller passer le concours d'entrée dans un corps de la justice et qui travaille à l'heure où je vous parle encore au ministère de la Justice avec le faux diplôme. Des cas de détournement de fonds dans le projet pluriannuel d'alimentation en eau ont également été à l'ordre du jour. Le montant total de ce financement l'a fait 1,444 253 249 francs CFA que les Pays-Bas doivent payer pour acheter le branchement au profit de la SONEB. Le travail a été mal fait et le 11 novembre 2013, le FONAC a écrit au directeur général de la SONEB pour signaler que la procédure est mal faite et qu'il faut corriger. Rien n'a été fait. Ils ont foncé dans ce dossier-là jusqu'à ce que, en février 2014, on est venu rendre compte de la situation à la population ici. À la suite de cette conférence, Jean-Baptiste Elias a invité les personnes concernées dans ces affaires de détournement et autres détenteurs de faux diplômes à se présenter devant la justice afin de répondre de leurs actes. Nous sommes dans le sud du Bénin, dans le département du Mono et plus précisément à Lokossa. Ici, comme dans plusieurs villes du Bénin, la population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Michel Babadide est un vétérinaire fermier qui rêve depuis quelques années faire de ces 2 filières une véritable source de richesse. Pour concrétiser ce rêve, il a créé la Maison du Paysan. La Maison du Paysan, je l'ai intitulée comme ça,
en mémoire de tous les paysans africains qui sont morts de pauvreté en plein 21e siècle. Le village est le lieu par excellence où il devrait avoir l'abondance alimentaire. Dieu a créé la nature pour que d'une graine, on puisse avoir des milliers de graines, quoi. Que d'un petit plant qui germe, on puisse avoir un grand arbre. On ne peut pas vivre pauvre au village. Donc, j'ai vu quand j'ai fini mes études que le village était dans la pauvreté extrême. Et c'est là où j'ai réfléchi, j'ai fait un diagnostic sur la pauvreté et j'ai mis en place cette maison où j'ai changé beaucoup de normes universitaires pour avoir les résultats là. Ici, on a 16 espèces ensemble, qu'on élève ensemble dans une synergie parfaite. Cette synergie se traduit d'ailleurs par la combinaison des animaux qui jadis étaient de pires ennemis. Ordinairement, le chien est le premier ennemi de l'holacode dans la brousse. Vous voyez ici, tout le monde vit ensemble. C'est ce que devrait être la maison d'un paysan si les universités africaines avaient atteint leurs objectifs de formation des cadres. Si l'aide au développement avait vraiment abouti, c'est ce que devrait être la maison d'un paysan. Et si chaque paysan avait une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire, non seulement pour chacun, mais pour tout le pays. Et on aurait exporté le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Ici, à la maison du paysan, plusieurs autres réalités forcent admiration et étonnement. Des porcs locaux qui pèsent jusqu'à 165 kg et des femelles qui donnent jusqu'à 17 porcelets. Les porcs locaux qui ne dépassent pas 50 kg dans les villages, ici ils ont atteint 165 kg. Simplement parce qu'on les a mis dans l'abondance alimentaire. J'ai commencé cette expérience le 1er mai 2006. On tue jusqu'à 20 lapins par jour et on jette les intestins. Or, ces intestins de lapins contiennent de la provende encore qu'on vient de leur donner. J'ai dit c'est une perte parce que le porc, étant un omnivore, il peut recycler ça. C'est là où on a introduit les porcs à la maison du paysan. On a amené 3 porcelets de 5-7 kg. Et on les a déparasités, on les a mis ici. Et tous les intestins qu'on faisait, on leur donnait. Quand il en manque, on donne de la provende en plus. Et du 1er mai au 29 septembre 2006, ils sont passés de 5-7 kg à 55-65 kg. Il y avait une femelle parmi elles que j'ai croisée avec un porc local. Donc on a pris, on les a croisés. Et elle a fait 10 petits. Seconde mise bas, elle a fait 12. Il y a une truie ici qui a fait 17 petits. L'autre défi que s'est donné Michel Babadidé, c'est d'obtenir à partir de 10 poules, 300 poulets vivant en 6 mois. Cet objectif, il l'a atteint à partir de techniques simples, nous dira-t-il. Quand la poule s'apprête à couver 10 œufs, on la pousse à pondre 4 à 5 œufs en plus par la saillie dirigée. On appelle le corps qui monte la poule. Et dès qu'elle est montée, sa physiologie change. Elle va pondre un œuf le lendemain. Quand elle s'apprête à couver, maintenant définitivement on lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. Et quand 2 ou 3 poules font les poussins, on met tous les poussins ensemble et on donne à la poule la plus méchante et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Ça fait que avec une bonne alimentation, avec les soins, une prophylaxie adaptée, avec 10 poules on fait 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans les villages, si vous avez un paysan qui a 10 poules aujourd'hui dans un village, à peine il va vendre 20 à 30 poulets par an. Notre vétérinaire fermier ne compte pas s'en arrêter là. Pour ce faire, il a pensé au village des paysans qui abritera jusqu'à 20 maisons du paysan. Ici, il ne fait pas que de l'élevage. C'est le Vernonia nain que nous avons dans nos maisons là. Dans les maisons, c'est nain. Les feuilles ne dépassent pas ce que vous voyez en bas là. Mais comme on leur a donné à manger, les feuilles deviennent plus larges. Le laurier se reproduit par marcottage. Le marcottage consiste à faire passer la branche qu'on veut autonomiser à travers un pot. Un pot qui contient du terreau. Et c'est fixé. Et puis, doucement, on commence par l'autonomiser. Et au bout de 6 mois, ça devient autonome. Et on peut prendre ça pousse des racines à l'intérieur du pot. Et on peut prendre ça pour le planter. On a repiqué ces mourelles-là le 10 mars
Les autres ont été repiqués 10 jours après, sans aucun engrais chimique. Voilà ce que nous avons eu en un mois. Là, c'est M. Lazare. C'est M. Harold, il est envoyé par ses parents pour faire 2 ans ici. Et lui, c'est M. Sylvestre. Il est du contingent des volontaires de l'UAC. Partager ses connaissances et les résultats de ses expériences avec d'autres fait également partie des objectifs de Michel Babadidé. C'est pourquoi il entend faire du village des paysans une université et explorer d'autres intégrations. On aura tous les niveaux d'élevage ici et on aura aussi toutes les combinaisons avec des salles de cours, avec des dortoirs, avec un réfectoire et on peut faire d'ici une université qui diffuse le savoir endogène qui améliore les économies locales. C'est une intégration aussi qu'on est en train de faire. Quand les bananiers vont monter, ils vont donner de l'ombre aux poissons. Là où on a installé la bâche, l'herbe ne pourra plus jamais pousser là. Tant que la bâche sera là, l'herbe ne poussera pas. Donc, on gagne du temps qu'on aurait pu utiliser pour sarcler l'intérieur de la bananeraie. L'ombre des bananiers aide les poissons. Et quand on a fini de salir l'eau, on peut l'utiliser pour fertiliser les plants de bananiers et nos plants de morel, quoi. On utilise les asticots. On produit des asticots avec le son de soja. Ici, ça fait 300 poissons. Okay. 300, c'est juste un début et on a commencé, ça fait 1 mois et demi. Mais ils ont grandi de façon extraordinaire. En attendant de faire du village des paysans une université, son fondateur initie déjà des amoureux de l'élevage à ses idéaux. Au cours de notre visite découverte, nous en avons rencontré quelques-uns. Nous, au village Gandekwendi, on n'a jamais reçu cette faveur comme ça, que le village de paysans il nous a envoyé des gens pour que nous ayons suivi cette formation-là. Bon, de cette formation, on est arrivé ici pour visiter l'endroit et on est très heureux. Pour la première fois, moi j'ai suivi ça à la télé, j'en étais vraiment sidéré. Et bon, et quelques mois après, il est arrivé là-bas à nous former. C'est suite à la formation maintenant que nous sommes venus ici. Voir le concret, la réalité du terrain. Nous sommes vraiment contents, très satisfaits de cette initiative-là. Effectivement, si nous lui emboîtons le pas, on va reculer quand même la pauvreté. La pauvreté ne sera plus un mot des villageois. Ça va sortir du dictionnaire du monde villageois. Ce fameux mot pauvreté, Michel Babadidé est déterminé à le supprimer du dictionnaire des Béninois et des Africains en général. La pauvreté ne peut jamais être villageoise. Nous avons un Bénin de 70% de population analphabète rurale et qui devrait être une force pour l'économie. Aujourd'hui, on parle de pauvreté, ce n'est pas normal. Les paysans ont des capacités de transformer leur milieu et de créer de la richesse. Mais à peine ils travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Ils ont du temps à revendre. Et ils ont de l'intelligence. Ils ne comprennent peut-être pas français. Mais le français ne comprend pas le fond. Le français ne comprend pas le bariba. Il est analphabète en bariba et en fond, comme le fond est analphabète en français. On a besoin d'organiser les paysans, on a besoin de les accompagner financièrement pour que la maison du paysan devienne peut-être la commune des paysans, le Bénin des paysans nouveaux, pourquoi pas l'Afrique des paysans nouveaux. Nous invitons tous ceux qui rêvent de prospérité paysanne, tous ceux qui rêvent du développement réel, de s'unir à nous pour qu'on puisse réaliser ce rêve-là. Les dirigeants de ce pays, surtout dans cette logique de rupture, de nouveau départ, je crois que la maison du paysan doit être un nouveau départ pour les paysans, quoi. C'est-à-dire, ça doit constituer même l'élément de rupture, que le paysan ait enfin une école dans son village.
pour apprendre à élever et à travailler, à mieux produire. Je crois qu'on ne peut pas rêver plus. Ici s'arrête notre petit voyage plein de leçons dans l'univers du paysan. Au cours de notre aventure, il y a une phrase qui a retenu notre attention. Les États africains volent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires à leur tour volent l'État par la surfacturation, la corruption, les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui au fait ne luttent que contre la pauvreté des cadres. Vous voyez? Et les deux se mettent ensemble pour gruger le paysan en achetant moins cher sa production. Et au finish, les paysans grugent la terre et grugent les animaux en tirant tout de la terre et des animaux sans rien donner. Et au finish, la terre refuse de donner la production. Ils sont là, ils parlaient, mais quand ils me voient ça...